Salut tout le monde, bienvenue à cette 18e vidéo sur le jeu Nevsky, publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va faire la revue des 18 événements Teuton. Alors, cette vidéo-là va être un petit peu plus long parce qu'on jette les bases d'une coupe d'affaires, puis après ça, il y a des termes qui vont revenir, puis tout, là, mais bon. Les événements, d'abord, faut se rappeler là, que au début de chaque tour, à l'exception du premier tour du scénario, au tout début de la phase de levée, chaque joueur là, brasse son deck, son paquet de cartes Arts of War, et il va piger complètement aléatoirement deux événements. Et s'il y a une petite critique sur ce jeu-là qui court, c'est que il y a des événements qui sont puissants en chien, là. Il y a des événements qui sont incroyablement puissants. Et il y a probablement de ces événements-là là, qui peuvent expliquer, je pense, comme on dit, l'outcome ou la conclusion d'une game, là. Autrement dit, vous allez probablement entendre des histoires, ben Chris, j'avais aucune chance parce que le Russe va dire, par exemple, j'avais aucune chance parce que le Teuton a pogné trois fois l'événement du Grand Prince. OK? Puis ça, j'avoue, c'est vrai. Je dois dire que c'est vrai, là, malgré tout mon amour pour le jeu, là. Il y a des événements qui sont très puissants, puis apparemment que dans Almoravid, ça s'est calmé un petit peu, là. Fait que vous êtes capable de manipuler ce deck-là d'une certaine manière, comme on l'a vu, là, si vous avez un truc qui est intéressant à faire, si vous avez des cartes avec des capabilities, donc la portion du bas de la carte, des capabilities qui sont très fortes, mais des événements qui sont poches, ben, je vous encourage à garder ces capabilities-là en jeu. Comme ça, le fameux événement poche n'est plus dans votre deck. Il ne risque plus d'être pigé lorsque vous allez piger les deux événements au début de chaque tour. À l'inverse, si vous avez des capabilities qui sont ordinaires, mais avec des événements très forts, ben, posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment cette capability-là en jeu? Parce que tant qu'elle est en jeu, vous vous privez de cet événement potentiel-là. Mais c'est de la grosse luck sale, là, c'est de la grosse chance pure et simple, là, bon, on pige deux événements, votre deck pourrait avoir jusqu'à 21 cartes. Parce que c'est rappelé ici en haut, là, chaque deck de chaque joueur contient aussi trois blanks, si on veut, là, des cartes sur lesquelles il n'y a aucun événement, aucune capability. Dans les faits, vous allez avoir une coupe de capability en jeu, mais ces fameux trois blanks-là sont toujours là. Ça aussi, à la limite, ça peut expliquer la malchance de quelqu'un ou la défaite même de quelqu'un, de dire, Chris, à chaque fois que je pigeais des événements, je pigeais tout le temps un blank, puis mon adversaire pigeait des événements vraiment là, cochons qui m'ont fait mal. Fait que bon, fait qu'il y a cette dynamique-là, il faut être assez résilient à ça, il faut être assez résistant à ça, là. Euh, mais bon, c'est la vie, là, mais je dois dire que c'est une des piges de cartes les plus stressantes que j'ai vécues dans ma vie de gamer, là. Tu sais, quand on arrive, là, puis que là, c'est au tour de l'autre de piger ses événements, là, à chaque fois qu'il pige une carte, on est là, si, qu'est-ce qui va me sortir, là? Puis, parce qu'il y en a, là, qui sont épouvantables, là-dedans. Bref, la table est mise, allons-y. Il y a beaucoup d'événements, fait que je vais faire l'explication tout de suite, après ça on va pouvoir aller vite, là. Il y a beaucoup d'événements qui vont vous permettre là, de manipuler les cylindres les cylindres des seigneurs qui sont sur le calendrier ou le marqueur de service des seigneurs qui sont sur le calendrier. Fait que ça tombe bien, le tout premier événement à Teuton, c'est ça, là, le grand prince qui préfère un fils plutôt qu'un autre, là. Ça dit dans le fond, sur le calendrier, vous shiftez soit Alexander ou Andrei de deux box, de deux boîtes, de deux cases, ou vous shiftez celui dont le service est le plus à droite, encore là de deux cases. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Au début de la game, je le répète, là, au début de la campagne, là, Alexander et Andrei là, sont confortablement installés là, au tour 5. Là. Le Russe ne peut même pas les recruter, ne peut même pas penser les recruter avant le tour 5. Et dès le tour 2, c'est un des événements forts du jeu. Là. Et dès le tour 2, ou au tour 3, au tour 4, peu importe, ou peut-être même au tour 2 et au tour 4, qui sait. Le Teuton pourrait piger cet événement-là, puis il pourrait dire, you know what? On va prendre notre ami Alexander ici et on va le shifter de deux cases vers la droite.
Fait que qu'est-ce qu'il vient de faire le Teuton? C'est qu'il vient de repousser dans le temps le moment où le Russe va pouvoir recruter, dans ce cas-là, Alexander. Et de 2 tours, c'est quand même pas banal, là. Tu sais, là, fait que là, dans ce cas-là, là, le Russe va avoir une décision assez difficile. Est-ce que je recrute Andrei, qui est le moins fort des deux frères, on va le dire comme ça, ou je prends mon mal en patience, puis j'attends jusqu'au tour 7 où je vais pouvoir avoir Alexander. Puis là, le teuton au tour 6 peut repiger cet événement-là, puis tiens, mon ami Alexander, on te retourne ici, là. Fait que là, vous comprenez ce qu'on veut dire quand on dit que c'est fort, là. Tu sais, il y a des événements qui sont plus forts que d'autres, puis ça, c'en est un qui est assez cochon, là, entre autres parce qu'il deal avec les deux seigneurs les plus puissants du camp russe qui sont déjà pas mal en retard des nouvelles, puis pas mal en retard dans la bataille, là, tu sais, fait que ça vient empirer finalement cette situation-là encore plus, là. Et c'est pas mieux. Là, si Alexander est sur le jeu, puis là, je sais que ça pouvait pas arriver avant le tour 5 puis tout ça, là, mais c'est rien que pour vous montrer des exemples de manipulation. Mais si Alexander est sur le jeu, à ce moment-là, c'est son marqueur de service qui est sur le jeu. Qu'est-ce que l'événement nous dit? Fait que sur le calendrier, vous shiftez Alexander ou Andrei de 2 boîtes, parfait, de 2 cases, ou vous pouvez prendre le service le plus à droite des deux et vous shiftez ça de 2 boîtes. Et évidemment, si vous faites ça avec un marqueur de service puis vous êtes le teuton, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réduire la durée de service. Dans ce cas-là, fait que là, Alexander serait sur la map, là, vous allez réduire la durée de service d'Alexander de 2 tours. Encore là, c'est assez majeur, là. C'est sûr qu'Alexander a une durée de service de 6, la meilleure du jeu, là, mais vous ramenez ça de 2 tours. Alors vous raccourcissez sa durée de service. Et ça aussi, c'est infiniment chiant pour le russe. Parce que je rappelle qu'une durée de service, c'est à la fois bon puis pas bon. C'est bon parce qu'on garde le seigneur longtemps, mais c'est pas bon dans le sens où quand le seigneur va disbender, quand Alexander disbande, on remet son cylindre 6 tours en avant. Puis des fois, 6 tours en avant, là, on débarque en bas, là. Et d'ailleurs, les marqueurs de service, les cylindres de Lord, oui, peuvent débarquer en bas, là, mais une fois qu'ils débarquent en bas, là, ils sont débarqués, là. Essentiellement, vous devez imaginer dans le fond une case 0 ici, puis après ça, c'est vraiment la fin du monde. Puis vous devez imaginer une case 17 ici, puis après ça, c'est vraiment la fin du monde. Fait que par exemple, même si Andrei était ici, puis je décide de repousser son cylindre de 2 cases à droite, là, ben je l'amène ici. Là. Tu sais, je commence pas à compter 17, puis après ça 18, puis ça finit plus là, dans un monde imaginaire. Là. Fait que vous le débarquez ici. Puis si jamais le russe à son tour jouait quelque chose qui ramène son cylindre de 2 cases, ben il pourrait le ramener 1, 2. Okay? Fait qu'on peut débarquer, bon, on débarque d'une case imaginaire à droite ou à gauche. Là. Et rappelez-vous évidemment que ça part, quand on est à 8, on passe à 9. Là. On ne débarque pas nécessairement ici. Puis là, je vais vous montrer quelque chose d'épouvantable. Vous allez faire des cauchemars, puis je suis désolé à l'avance, puis je ne peux pas être responsable des frais de psychologue que vous allez avoir besoin suite à ça. Là. Mais imaginez qu'on est ici, je sais pas trop, là, on est au tour 5, puis le marqueur de service d'Alexander est au tour 6. C'est un peu farfelu, mais n'empêche. Puis vous jouez ce fameux événement-là, là, qui vous dit que vous pouvez prendre le marqueur de service le plus à droite d'Alexander ou d'Andrei. Fait que mettons qu'Andrei n'a même pas été recruté, fait que son marqueur de service n'est pas là. Quel est le marqueur de service le plus à droite entre les deux? C'est le seul, c'est celui d'Alexander. Vous prenez ça, vous shiftez ça de 2 boîtes à gauche. Holy shit! Si le Russe a rien pour payer Alexander, ben Alexander va non seulement disbender, mais il est removed from the game. Le seigneur qui a donné son nom au jeu est removed from the game. C'est épouvantable. Épouvantable. Fait que quand vous avez des marqueurs de service de seigneur qui sont une case à droite du marqueur de tour, là, si vous êtes nerveux quand arrive la phase des événements, qu'est-ce que mon adversaire va piger? Jésus, Marie, Joseph, aidez-moi. Fait que vous allez être dans cette situation-là, là, parce que si jamais il y a quelque chose qui chiffre le marqueur de service de 2 puis que vous n'avez rien pour payer, vous êtes cuit, là. Vous êtes cuit, là. Puis ça va arriver tôt ou tard. À un moment donné, nos seigneurs sont loin dans le temps, là, mais le marqueur de tour, là, il avance, là, c'est inévitable. Là. Puis des fois, oui, vous ramassez des spoils, là, du loot, des pièces d'argent pour payer vos seigneurs.
Mais à un moment donné, vous n'avez plus, là. Puis le marqueur de tour, lui, continue d'avancer. Fait que vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. Fait que pour être sûr, si, euh, pour en finir une fois pour toutes avec cet événement-là, là, puis je ne prendrai pas 10 minutes par événement, là, mais ça, il y en a beaucoup, là. Des trucs qui bougent les cylindres sur le calendrier ou qui bougent le marqueur de service, il y en a une tonne. Au moins, si je suis dans un cas comme ça, fait que là, allez, Andrei serait ici aussi peut-être, là. Au moins, si je suis dans un cas comme ça, cet événement-là spécifiquement me dit que si c'est le marqueur de service que je veux bouger, je dois prendre celui qui est le plus à droite. Alors, je ne pourrais pas faire le coup de cochon que j'ai montré avec Alexander. Je serais obligé de prendre le marqueur de service d'Andrei puis de le raccourcir ici. Ce qui est quand même chiant, là, tu sais. Mais c'est c'est moins pire que de perdre Alexander pour toute la game. Alright, moving on. Torzok. Là, il y a des affaires là-dedans là, que je dois confesser là, que je ne connais pas nécessairement. Là. Ceci dit, dans le playbook, pour chaque événement, vous avez le flavor puis tout le kit. Là. Ça fait un bout que je l'ai lu. Là. Alors, les Mongols réduisent les réserves de grains de Novgorod. Alors, le joueur Teuton choisit entre enlever 3 assets de Domash, spécifiquement, seigneur russe Domash, ou d'enlever 3 coins du Véché de Novgorod. Fait que quand je disais aux vidéos précédentes, c'est important à Chris de connaître les événements dans ce jeu-là. Tu sais, imaginez que vous avez un paquet de coins à Novgorod, dans le Véché de Novgorod, puis vous dites, ah, ça presse pas, là, je vais attendre pour voir là, sur quel seigneur je vais vouloir les utiliser. Puis arrive cet événement-là, si vous allez être tout trempe, là, vous allez tomber en bas de votre chaise, vous allez coller au plafond. Name it, là, mais tu sais, vous allez Chris avoir su. Ben, vous pouvez pas dire avoir su dans ce jeu-là parce que là, vous le savez, vous êtes supposé. Puis je le sais que 18 événements, là, on est à la limite là, de la capacité cérébrale de se rappeler de ça. Là. Mais règle simple à vous rappeler, là, si vous prenez des notes, là, dépensez votre argent du Véché de Novgorod là, au plus Chris. Dès que vous en avez, flobez ça, gardez pas d'argent là-dedans. Là. Fait que continuez de faire vos économies à la banque là, dans votre vraie vie, là. Mais dans le jeu, là, les coins du Véché de Novgorod, là, flobez ça, parce que si jamais le teuton pige cette carte-là, là, vous allez capoter. Fait que le teuton peut choisir, même s'il y a un coin dans le Véché de Novgorod, puis que dommage un paquet d'assets, là, le teuton peut quand même prendre là, genre les 3 coins. Fait que on peut voir que ce serait up to 3 coins, puis up to 3 assets de dommage. C'est vraiment le teuton qui choisit. Ensuite, en voulez-vous des affaires épouvantables? La Vodian Treachery, la trahison de Vodian. Alors ça, c'est un hold. Fait que je rappelle, là, il y a deux types d'événements. Ces deux-là, là, c'est on les pige, on les joue. Fait que ce que vous faites, c'est que vous tirez de carte événement. Si c'est pas un hold, là, vous pouvez carrément la mettre en avant de vous autres, la lire, votre adversaire la voit, puis tout ça. Mais si c'est un hold, vous la gardez en main, vous n'avez pas de limite de carte en main, puis chaque carte hold va vous dire quand est-ce que vous pouvez la jouer. Fait que dans ce cas-là, dans le cas de cet événement-là, vous jouez ça s'il y a un seigneur teuton qui est plus proche que n'importe quel seigneur russe de Kaibolovo ou de Koporier et qui a un fort à une de ces deux places. Vous allez dire, ben Chris, c'est sûr qu'il y a un fort, si ces deux places-là, c'est un fort. Mais on va voir plus tard une capability teuton qui peut remplacer le fort par un château. À ce moment-là, ce ne serait pas possible. Mais si les deux places, effectivement, sont normales, puis qu'il y a un fort qui est là, ben, dès qu'il y a un seigneur teuton qui est plus proche qu'un seigneur. Fait que, par exemple, Herman est ici, puis il n'y a pas de seigneur russe dans les parages, là, ben, je pourrais même si Vladislav est ici, là, Herman est plus proche que n'importe quel seigneur russe, autant de Kaibolovo que de Koporier. Alors, dans ce cas-là, le teuton choisirait et conquiert la place. Le seul petit inconvénient, c'est écrit entre parenthèses, no spoils. Alors, c'est comme une trahison. Vous aviez des gens à l'interne qui vous ont ouvert les portes, ou je sais pas trop quoi, là, qui ont mis le drapeau teuton plutôt que le drapeau russe au sommet. Là. Fait que la place vous appartient, vous avez les points de victoire, mais vous n'avez pas là, le fameux provision, loot, coin que vous avez là, quand vous prenez la place de force. Là. Essentiellement, c'est un peu comme si la place forte s'était rendue là, lors d'un jet de reddition dans une action de siège. Fait que le fort en question ne peut pas être assiégé, évidemment, parce que si le fort est assiégé, ben, vous n'êtes pas plus proche qu'un seigneur russe. Là. Même si je suis ici, avec Herman, je peux pas dire ah, je joue la carte sur Coporier. Non, je ne suis pas plus proche. Là, encore là, la terminologie de Volco est importante.
Est-ce qu'il y a un seigneur teuton qui est plus proche de Coporier qu'un seigneur russe? Non, les deux sont à la même place. Les deux sont comme à zéro de distance de cette place-là. Pour savoir c'est quoi le plus proche, ben vous comptez uniquement là, soit les tracways ou les rivières. Là, les ports ont rien à voir là-dedans, là, puis les vaisseaux, les ships ont rien à voir là-dedans. Bridge, alors le pont. Alors on garde cette carte-là. On peut la jouer là, sur un seigneur russe qui est au centre, au milieu, là, dans une bataille qui ne se déroule pas en hiver. Donc, dans une bataille, pas un storm, pas un assaut, une bataille qui n'est pas en hiver. On joue ça là, sur le seigneur russe là, qui est au milieu, qui est en avant au milieu. Qu'est-ce que ça fait? J'aime beaucoup la thématique de cette affaire-là. Là. Alors, ce seigneur-là ne va pouvoir faire de la mêlée qu'avec des unités là, égales au double de la ronde dans laquelle on est dans le combat. What the fuck? Concrètement, ça veut dire quoi? Ronde 1, le double de ça, c'est quoi? C'est 2. Ça veut dire qu'imaginez que je me bats contre le grand Alexander, qui a 5 unités, là. Ben, lors de la première ronde de combat, Alexander ne pourra frapper en mêlée qu'avec 2 de ces 5 unités-là. Et quand va arriver la deuxième ronde de combat, même là, il n'aura pas accès à toutes ses forces. Il va devoir choisir 4 unités sur ses 5. 2 fois 2 égale 4. À partir de la troisième ronde de combat, le 3 fois 2 égale 6. Là, il peut frapper avec tout le monde. Alors, thématiquement, il a réussi à traverser le pont. Là. Fait qu'il s'engage sur le pont au début, là, puis à mesure que le temps passe, là, il a réussi à traverser le pont. Fait que très intéressant quand même. Là, en combat, vous en avez une coupe des événements là, que Chris, ça peut changer le portrait de la bataille. Là. Celui-là est pas si pire, là, mais quand même. Là. Ça n'impacte qu'un seul Lord russe, mais dans une bataille un contre un, ça peut vous donner quand même un avantage. Là. En passant dans le fameux scénario fucké là, de Relief Sally, que j'ai expliqué dans une vidéo, là, où par exemple là, les teutons étaient pris en sandwich entre les attaquants russes qui venaient d'arriver et ceux qui étaient assiégés qui sortaient par en arrière, là, ben on peut pas jouer ça là, contre ceux qui sortent par en arrière. Là. Mais par exemple, dans un Sally normal, on pourrait le jouer. Fait que c'est un Sally normal, c'est une battle quand même. Fait qu'on pourrait, on pourrait le jouer, là. Confirmer cette affirmation-là, là, mais je suis pas mal certain qu'un Sally, c'est une battle. C'est juste qu'il y a comme je dis, c'est une bataille qui se déroule en nature. C'est juste qu'il y a les siege works entre les deux, entre les deux camps, là, finalement, là, qui les protègent, là. Fait que voilà, intéressant pour réduire la quantité. Puis là, si le seigneur en question a 7, 9 unités, est-ce que cette affaire-là peut le faire chier encore plus de rounds, possiblement? Marécage, encore là, vous gardez ça dans votre main. Vous pouvez jouer ça si vous vous défendez dans une bataille qui ne se déroule pas en hiver, parce qu'en hiver, on présume que le marécage est gelé et ça ne crisse pas grand-chose. Ça, c'est chiant en esti, là, quand même. Là. La cavalerie russe ne frappe pas dans les rondes 1 et 2 du combat. Carrément. Là. Et ça impacte même là, les tirs à distance. Alors, la cavalerie russe patauge dans le marécage là, et ne se bat pas pantoute dans les rondes 1 et 2. Elle peut bouffer des hits, mais elle n'inflige pas de hits, elle ne strike pas, elle ne frappe pas dans les rondes 1 et 2. Quand on là, je joue ça contre mon petit ami Alexander, le Chris, c'est 3 chevaliers là, qui se pognent la carotte pendant 2 rondes. Là. Fait que profitez-en. Puis si vous jouez ça pendant que vous êtes en train de vous défendre, ben vous frappez en premier. Là. Sauf que les puissants chevaliers d'Alexander peuvent bouffer des hits pareil pendant ce temps-là. Là, fait que tout n'est pas rose nécessairement. Ambush, c'est une de mes préférées. Embuscade. Alors, vous gardez ça. C'est surtout pour la première partie, moi, que je l'adore. Là. Vous n'êtes jamais sûr si un seigneur bouge sur vous autres et qu'il y a des cartes en main. Il pourrait avoir embuscade. Alors, embuscade, ça peut être joué pour empêcher un seigneur d'éviter le combat. Alors, tu sais, je vous disais, dans ce jeu-là, il n'y a pas de jet à faire. Là, tu sais, si, je sais pas trop, là, tu sais, si Gavrilo est ici, mettons Gavrilo est ici, Herman est ici, là, ben, tu sais, là, ou Herman est ici, Gavrilo peut s'échapper tout le temps. Il n'y a pas de jet à brasser. Ah, t'arrives sur moi, je m'en vais. Il va devoir se nourrir, mais tu sais, il peut toujours se pousser. Mais si jamais, là, le teuton a ambush, il pourrait dire tout, tu restes, puis on se bat.
Fait que ça n'empêche pas Gavrilo de concéder, même c'est peut-être un cas où Gavrilo va concéder dès la première ronde. Tu sais, je vous disais, c'est un peu unlikely là, d'arriver, mais ça, c'est un cas où Gavrilo, dans un monde idéal, il se serait poussé. Mais là, il va peut-être concéder dès la première ronde de combat là, pour être capable de sauver les meubles, là. Mais n'empêche, s'il est pogné pour retraiter, il va devoir brasser son marqueur de service. Là. Son marqueur de service pourrait zigner là, entre une et trois cases. Là. Fait que c'est très, très, très bon là, comme événement. La deuxième portion est plus ordinaire, je trouve, mais ça peut être situationnel. Vous pouvez le jouer pour ignorer finalement les seigneurs russes qui sont à gauche et à droite dans la première ronde du combat. Fait que dans un gros combat de la mort où il y aurait par exemple trois seigneurs russes, là, ben, pendant la première ronde, vous vous occupez uniquement du seigneur au centre. Seigneur à gauche, seigneur à droite ne frappe pas et ne peut pas bouffer de hit. Hélas, ça n'empêche pas de se retirer derrière les murs. Fait que si Gavrilo est ici à Pskov, je bouge ici avec Herman. Si Gavrilo il dit bah ben je m'en vais derrière les murs, fait qu'on est en situation de siège. Vous pouvez pas jouer en embuscade malheureusement pour dire à Gavrilo non non on se bat pareil là. Se retirer derrière les murs, il peut toujours le faire. C'est de retraiter, ben en fait d'éviter le combat qu'il peut pas faire. Ça aussi, on va voir ça assez souvent, là. Fait qu'encore là, on va en parler une première fois. Fait que Teverdilo, un allié de Pskov. Alors, vous gardez ça dans votre main, vous jouez ça quand vous voulez, soit sur Herman ou sur Yaroslav, soit pour shifter leur cylindre de deux cases. Alors ça veut dire quoi? Là, on est en train de parler de shifter le cylindre, mais d'un seigneur teuton. OK? Fait que quand on shift le teuton, quand il shift un cylindre du russe, il veut les repousser dans le temps. Mais si vous êtes teuton, ben, par exemple, peut-être qu'Andreas a disbandé récemment, puis il est loin, puis il n'est pas recrutable tant que le marqueur de tour ne sera pas rendu vis-à-vis son cylindre ou dépassé son cylindre. Fait que ça, c'est un cas. Je sais que la carte ne mentionne pas nécessairement Andreas, là, mais si j'avais une carte qui me disait de shifter le cylindre d'Andreas, ben, je pourrais le shifter de deux cases. Fait qu'autrement dit, là, je réduis ses vacances à ce moment-là. Je réduis les vacances d'Andreas et je le ramène le plus proche du marqueur de tour, donc je vais pouvoir le re-recruter plus vite. Fait que faire ça avec Herman, c'est pas pire parce qu'Herman a une valeur de service de 4, fait que quand il disband, c'est toujours triste, puis il est sur le jeu en partant avec son marqueur de service ici, fait qu'il va disbander éventuellement, là, puis il va se retrouver là, probablement dans quelque part là, dans ce coin-là, ici, là, ou peu importe, fait que d'être capable de le ramener, c'est très bon. Yaroslav a une valeur de service de 2, fait que tu sais, il reste pas longtemps, mais il disbande pas longtemps. Ou, et ça on voit ça souvent aussi, encore là on peut jouer ça sur Herman ou Yaroslav pour augmenter leur valeur de lordship temporairement de 2. Là, Herman se retrouve avec 5 de lordship, on commence à jaser en esti. Yaroslav qui a un minable 1 de lordship se retrouve à 3. Là. Et ça, malheureusement, c'est bon one shot, si on veut. Là. Fait que rappelez-vous qu'avec le légat du pape, vous êtes capable là, de faire répéter, de redonner une shot de lordship à un seigneur, là, par exemple, surtout si le seigneur est chez eux là, dans un bishopric. Là. Fait que, ouais, Herman, il est rendu sur le calendrier. Là. Fait que, tu sais, si Herman est ici, mettons, j'ai la capability du légat du pape, là, ben Herman, dans la phase de levée, va pouvoir claquer. Je pourrais jouer la carte, puis là, Herman pourrait claquer ses 5 points de lordship. Quand j'arrive dans l'appel aux armes, même si je prends le légat du pape, je l'amène à Dorpat, puis je dis à Herman, hey, tu peux réutiliser tes points de lordship, ben là, Herman va pouvoir réutiliser seulement 3 points de lordship, et non pas 5. Là. Ça ne l'augmente pas à 5 pour tout le tour, là, ça l'augmente à 5 vraiment une fois. Puis après ça, il redescend tout de suite à 3. N'empêche. La ferveur teutonne. Alors, vous jouez ça sur Rudolf pour shifter encore là son cylindre de 2 cases de calendrier ou encore là pour y donner une valeur de lordship de 2. Là. Puis dans le cas de cette carte-là spécifiquement, là, ça c'est mentionné dans le playbook. Le playbook contient un petit peu plus d'informations sur les événements au cas où. Là. Mais voici de quoi a l'air l'événement. Là. Fait que ça dit que normalement, là, si cet événement-là sort, on peut dire adieu à la capability qui est en bas. Mais exceptionnellement, là, ça va dire ici que Rudolph, le fort de son Lordship plus 2, là, pourrait même utiliser un de ses points de Lordship pour prendre la capability qui est là, les Hill Forts, puis la mettre en jeu ici. Là.
Alors que normalement, les cartes événements sont défaussées, là, puis le temps qu'elles ne reviennent pas dans le deck, elles ne sont pas disponibles comme capability, mais ça, c'est une exception. J'en profite pour vous dire que les cartes, des fois, ils ont des petites décorations, comme des petits dessins, là, mais des fois, là, comme par exemple, quand ça impacte un seigneur en particulier, comme là, c'est Rudolph, ben, vous allez voir le, le- le coat of arms, là, le crest de Rudolph, là, puis vous voyez le +2 avec le petit symbole de lordship, là, qui est l'espèce de petit bouclier qui est ici. Là, fait qu'il y a des petits rappels visuels quand même là, sur les cartes. La colline, c'est pas mauvais, vous gardez ça en main, vous pouvez jouer ça n'importe quand si vous vous défendez en bataille. Fait que pendant les rondes 1 et 2, euh, les, les, tous les tirs à distance teuton là, sont x1 et non pas x1 demi. Fait que je rappelle que l'archery, là, ou les tirs à distance, là, peu importe que ce soit les arbalètes ou que ce soit les arcs, là, c'est toujours une demi. Là. Mais là, pendant les rondes 1 et 2, là, fort de votre bonne position défensive surélevée sur la colline, là, votre archery, vos tirs à distance vont être multipliés par 1. Là. Ça peut faire mal en asti là, si vous avez ça là, sur un. C'est par exemple là, sur, tu sais, je sais pas, là, Knud et Abel, puis que là, vous avez recruté une coupe de vassaux, là, puis Knud et Abel est rendu avec 4-5 comme d'armes, là. Ben là, au lieu de diviser par deux, là, c'est 4-5 hits d'archery qui s'en vont sur l'adversaire. Aïe aïe, esti, là, pendant 2 rounds. On est en moitié de fête. Là, je sais pas. Field organ. C'est que ça, un orgue? C'est pas un organe, là. C'est un orgue, là, je pense, pour motiver les troupes là, qu'on traînait sur le champ de bataille, peut-être. Esti, que sais-je. Il aurait fallu que je me refresh sur l'histoire un petit peu, là. Anyway, on garde ça en main, vous jouez ça sur un seigneur, ça peut être joué en bataille ou en storm, quand même intéressant, même en assaut. Pendant la première ronde seulement, les chevaliers et les sergents de ce seigneur-là, en mêlée, font un hit de plus. Encore là, fort en Chris. Holy shit, c'est fort. Fait que, tu sais, encore là, Herman avec une coupe de vassaux, là, tu sais, scénario un peu Walt Disney, là. Mais là, tu sais, dans un cas comme ça, là, dans une bataille normale, là, mais ça, c'est 3 hits, 3 hits, 3 hits, 2 hits, là. C'est 11 hits de cavalerie asti qui s'en vont l'autre bord. Pendant une seule round, mais quand même. Puis ce que je trouve quasiment mieux, c'est en Storm, là, c'est soudainement, là, c'est tout un seul hit en Storm. Ben là, ça devient 2, 4, 6, 8 en Storm. Ah, c'est très intéressant. Le 8 hits en Storm. Chris, avec une carte de même, je sais pas, de City, vous pouvez peut-être prendre une chance. Si vous avez beaucoup de chevaliers et vous avez beaucoup de sergents, là, vous allez être capable de knocker les trois arbalétriers, là, la garnison seulement. Peut-être que vous êtes capable avec cette carte-là. Ensuite, le pape Grégoire quelque chose émet des indulgences. Je ne sais pas c'est quoi la traduction d'indulgence. Alors, sur le calendrier, cette fois, vous pouvez prendre n'importe quel cylindre teuton et le shifter d'une boîte vers la gauche. Alors, vous rapprochez, vous écourtez les vacances de n'importe quel seigneur teuton et vous ajoutez la capability qui est sur cette carte-là, c'est-à-dire la croisade qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc, vous ajoutez la portion du bas, la capability, vous la mettez en jeu tout de suite. Quand même intéressant. Cette carte-là est encore plus horrible que la première qu'on a vue. Elle est presque pareille. Là. Khan bâtit le retour des Mongols. On a peur du retour des Mongols. Alors, c'est quasiment la même affaire. Sur le calendrier, vous shiftez Alexander ou Andrei ou le service de n'importe lequel de deux cases. Alors, les futés parmi vous auront vu que on n'a plus de limitation. Là. On est plus obligé de prendre le marqueur de service qui est le plus loin à droite. Alors, on peut prendre le marqueur de service de n'importe lequel des deux. Alors, dans le fameux scénario là, que j'avais tantôt, là, où j'étais obligé de ramener Andrei, parce que c'est lui qui était le plus à droite, là, je peux faire mon coup de cochon de ramener Alexander puis de le mettre à gauche du marqueur de tour pour espérer le faire disbender et le remover from the game une fois pour toutes. Alors oui, n'ajustez pas votre appareil. Sur 18 cartes, vous en avez deux qui peuvent impacter là, le service ou la disponibilité des deux joueurs étoiles de, de, du russe. Là, fait que c'est quand même pas rien. Ensuite, Heinrich Seize de Curia va voir la curie, la Curia, peu importe. Euh,
Donc, vous gardez ça en main, vous jouez ça pour disbender Heinrich. Alors, il faut que Heinrich soit sur la map. Faut que son cylindre soit sur la map. Faut qu'il ait été recruté. Là. Mais là, vous disbandez Heinrich là, selon toutes les règles. Alors, on enlève son plateau puis tout ça. On met son marqueur de service. On ramène son cylindre sur le calendrier un nombre de cases plus loin que sa valeur de service. Mais holy shit! Ce faisant, vous ajoutez 4 assets à 2 seigneurs teutons qui sont sur la map. 4 assets qui ne peuvent pas être du loot, mais qui peuvent être n'importe quoi d'autre. Alors, 4 de. Puis là, vous pouvez mix and matcher, là, ça peut être 4 de provisions. Là, Volco a confirmé un paquet d'affaires un peu qui rendent cette carte-là quasiment encore plus. Peut-être pas farfelu, là. Le seigneur peut même être assiégé. Le seigneur Teuton peut être assiégé. Puis là, whoop, 4 de bouffe qui arrive. Là. Volco a expliqué ça thématiquement comme quoi le Teuton a toujours su que cette bouffe-là était là, mais le russe ne le savait pas. Alors c'est comme surprise. J'ai 4 de bouffe de plus. Tu pensais que j'allais mourir de faim dans la place forte, mais ce n'est pas le cas. Là. Mais au total, c'est 8 à 7 que vous allez assigner. Là, 4 à chacun de 2 seigneurs Teutons. Oui, Heinrich décris, mais who cares, là, on va voir peut-être dans une autre vidéo là, que Heinrich n'est pas vraiment. Bon, d'accord, il est ordinaire, mettons, comme seigneur, là, mais avec ça, là, c'est incroyable. Et là, encore là, ça dit non loot, ça veut dire que oui, ça peut être 4 coins à chaque seigneur. Puis là, après, au prochain feed pay disband, ben, vous pourriez augmenter avec ces 4 coins-là, augmenter le service de chacun de ces seigneurs-là de 4 cases. C'est épouvantable. C'est débile. Le coin, gagner du coin, sinon, c'est à la sueur de votre front. Ben, vous allez taxer puis vous pognez le derrière dans votre domaine. Là, vous avez 2 seigneurs qui reçoivent 4 coins qui tombent du ciel. C'est incroyable. Ça peut être des moyens de transport que vous donnez. Le tout dépend de la situation. C'est écœurant. C'est un des événements les plus forts du jeu. Là. Et c'est un hold. Fait que même si au moment où vous le tirez, Heinrich n'est pas sur le jeu, vous avez une raison de le recruter pour au plus sacrant le disbander pour avoir ce bonus-là qui est incroyable. Ça aurait peut-être dû dire non-loot, non-coin, parce que pourquoi ça peut pas être pourquoi ça peut pas être du loot? Du coin, c'est encore plus flexible que du loot. Là, c'est, du coin, ça vous encombre pas quand vous marchez, là, puis ça a exactement le même effet que le loot, là, à part qu'effectivement, on peut pas manger les pièces d'argent. Là. Mais anyway, c'est fort en esti. Bountiful Harvest, alors une récolte incroyable. Alors, voici l'un des très rares cas, là, vous pouvez enlever un marqueur de ravage russe, soit de Livonie ou d'Estonie. Autrement, il aurait pu dire en territoire teuton, là, parce que la Livonie, c'est tout ça ici, qui est au sud de cette ligne-là. Là. Puis l'Estonie, c'est tout ce qui est au nord de cette ligne-là. Vous enlevez un marqueur de ravage russe en territoire teuton. Évidemment, le Russe va perdre le fameux demi-point de victoire que ça lui donnait. Mindaugas, alors le chef lituanien, ravage la Russie, raid la Russie. Alors, vous placez un marqueur de ravage teuton à distance dans un endroit en Russie là, qui est à 2 localités de Ostrov. Tant qu'il n'y a pas de seigneur russe ou de place forte russe dans le coin, là, fait qu'Ostrov est ici. Fait que vous avez beaucoup de choix. Là, ça peut être Dubrovno, ça peut être Velikaya, ça peut être Sorot River, ça peut être Ostrov même. Ça peut même être 1-2, ça peut être Ouzmen. Tant qu'il n'y a pas de seigneur russe à destination, tant qu'il n'y a pas déjà un marqueur de ravage, tant que c'est pas une place forte, vous pouvez le faire. C'est fucké, là, mais vous pourriez même le faire à Isborsk, même si vous avez conquis la place forte. Là. Généralement, c'est se tirer dans le pied de ravager les places qu'on contrôle, là, parce qu'après ça, on peut plus forager nous-mêmes là. Mais c'est faisable. Alors, tu sais, c'est moyen. Là, un demi-point de victoire, puis peut-être éventuellement, à mesure que la game avance, là, des fois, on manque de cible parce que Ostrov est quand même proche de la frontière teutonne, fait qu'habituellement, tout ce qui est autour ou presque, on l'a déjà ravagé. Ah, famine, holy shit, c'est épouvantable. Alors, pendant toute la prochaine campagne, le supply russe ne peut ajouter qu'une seule provision par carte de commandement provenant des sites.
Et le Russe, pendant toute la phase de campagne, ne peut pas forager. Holy shit, holy shit, holy shit. Je répète, le Russe, pendant toute la phase de campagne, ne peut pas forager. Et le Russe, quand il va faire son action de supply, fait qu'imaginez, là, normalement, Alexander qui est ici, là, il y a 3 de commande, il pourrait jouer une carte, puis il pourrait faire là, 3 fois supply. Là. Moyennant qu'il y a un cart, mettons, là, pour le ramener à Novgorod, qui est son site, là, pourrait faire 3 fois supply et gagner une provision. Là. Quand on est en situation de famine, là, Alexander peut faire ça maximum une fois par carte, ça va lui donner maximum un de bouffe. Alors le supply via les ships, via les vaisseaux, n'est pas impacté. Alors si jamais Alexander, il peut-tu avoir des ships, lui, sûrement? Ouais. Fait que si jamais Alexander a des chips et qu'on est en été ou en Rasputitsa, il va pouvoir aller chercher son supply comme ça, là. Mais de forager sur place, puis d'aller chercher son supply via ces sites, là, ça c'est épouvantable, épouvantable, épouvantable. C'est là, là, vous allez, là, voilà une carte qui peut paralyser le Russe pendant un tour au complet. Alors, tous les beaux plans du Russe là, viennent de s'envoler en fumée. Lui qui commençait à se dire, si je vais prendre Alexander, je vais première carte, je vais m'équiper en bouffe, puis après ça, je vais avancer. Là. Oublie ça, là, c'est la famine. Ce qui est un peu weird thématiquement, là, je dois dire, c'est que si Herman est ici, lui, il peut forager. Mettons qu'on est l'été, là, lui il peut forager en Russie, il n'y a pas de problème. Fait qu'on dirait, il n'y a que les seigneurs russes, eux autres, là, qui ne peuvent pas forager. Là. Fait que c'est un peu fucké. Là. Bon, vous allez me dire que peut-être, je sais pas, là, Herman se sert puis ramasse le stock un peu tout croche, tandis que les seigneurs russes, étant chez eux, sont un petit peu plus polis, là, puis ils demandent aux paysans aux alentours, puis les paysans disent qu'est-ce que je te dis, c'est la famine, puis j'ai rien, je peux pas t'aider. Là. Mais oui, c'est incroyable. La seule bonne nouvelle pour le russe, puis on va le voir, là, c'est que lui a exactement le même événement dans son deck, mais effet miroir inverse. Là. Ensuite, Dietrich von Grüningen euh, concentre l'ordre sur la Russie. Alors, on garde ça en main, vous jouez ça sur Andreas ou Rudolf pour ramener, écourter leurs vacances, ramener leur cylindre de 2 boîtes ou pour leur donner plus 2 de Lordship. Et la dernière, et non la moindre, je dois dire, Swedish Crusade into Tavastia, croisade suédoise en Tavastia. Alors, sur le calendrier, vous shiftez le cylindre ou le service de Vladislav et des Caréliens de une boîte chacun. Alors, Vladislav, par défaut, est ici. Les Caréliens sont ici. Bon, souvent, Vladislav, on va l'extensionner un petit peu. Puis on pourrait être autour ici, mettons, là. Puis les Caréliens ont une valeur de service de 2, si je ne m'abuse. Ouais, ils ont une valeur de service de 2. Fait que là, mettons qu'ils seraient sur la map. T'sais, vous jouez ça d'une situation comme ça, là. Puis vous, dans ce cas-là, vous pourriez prendre les 2 marqueurs de service, celui de Vladislav d'une boîte, celui des Caréliens d'une boîte. Encore là, si le Russe n'a rien, Vladislav disband, puis les Caréliens sont à un tour de disbander. Ça fait le ménage, ça vide la map en hostie. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de crappy là-dedans. Je vous dirais, les affaires de combat, c'est très situationnel. Puis moi, les affaires de combat, je vais faire exprès pour les garder. Vous n'avez pas de limite de carte en main. Fait que quand je pige des affaires de combat, même si c'est ordinaire, je les garde pour mes vieux jours, au cas où, comme année, je me fasse surprendre par le russe ou qu'une occasion se présente. Et encore là, ça réduit la taille de mon deck. Et ça augmente les chances que je pige les événements qui sont cassés, là. Puis les événements qui sont OP, pour employer le langage ado, là, qui sont overpowered. Fait que voilà, ne désespérez pas, là, amateurs de la Russie, là, parce que prochaine vidéo, on va regarder les événements russes, là, puis vous allez voir que c'est aussi fort, sinon pire, dans certains cas. Là. Fait que c'est vraiment une dynamique particulière du jeu. Là. C'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Là. Ça ajoute du piquant, mais des fois du piquant qui est difficile à avaler, dépendamment de quel événement qui va sortir. Là. Fait que next, revue des événements russes. À plus.